Bonjour les amis, aujourd'hui on va travailler une micro-formation qui va correspondre aux 6 capacités d'une entreprise, c'est-à-dire les 6 points qu'une entreprise doit maîtriser pour développer son chiffre d'affaires et pérenniser son activité. Et on va commencer par George Miller, la loi de Miller. La loi de Miller dit que, alors en anglais c'est la citation de Miller, de George Miller, c'est The magical number 7 plus or minus 2, c'est-à-dire que en fait notre cerveau humain peut enregistrer le chiffre magique c'est 7 plus ou moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour comprendre un système complexe, il faut l'aborder en 7 phases environ maximum, entre 5 et 7 phases, voire 9 quand vraiment c'est pas possible autrement. Mais c'est le seul moyen qu'un cerveau humain a pour comprendre l'activité, comprendre un ensemble de silos, un ensemble de compétences. Et donc, pour comprendre des systèmes complexes, il ne faut pas apprendre par cœur tout le système, il faut simplifier le système. Pourquoi? Depuis plus d'un siècle, les sociologues, les économistes se sont penchés sur l'entreprise, comment elle fonctionne, et comment on peut optimiser ses process. On va commencer par 1911 avec Frederick Taylor, donc, qui a donné naissance au Taylorisme, et l'organisation scientifique du travail. Lui, l'idée, c'était d'observer les tâches, d'observer les flux et d'optimiser tout ça. On reste dans cette idée-là jusqu'en dans les années 80, où là, Michael Porter qui a participé. Alors, si vous ne connaissez pas Porter, c'est les 5 forces de Porter, enfin bref, les matrices de Porter. Il a créé beaucoup d'outils sur l'analyse stratégique de l'entreprise pour comprendre où se crée la valeur et où se situent les coûts. Ensuite, vous avez le Prahalad et Hamel en 90 qui font la théorie des core competencies. C'est quoi? C'est la théorie des cœurs, enfin des cœurs des moteurs. Les entreprises performantes reposent sur quelques moteurs fondamentaux et donc eux, ils se sont focalisés sur ces moteurs-là. Et puis vous avez Toyota et Goldratt. Alors Goldratt, c'est le but. J'essaie de le voir. Hop, le but, un processus de progrès permanent. Je vous recommande la lecture de ce livre qui a donné naissance donc à toutes les théories qui ont suivi et qui ont été mises en place chez Toyota, chez Hilti, dans l'aviation. C'est la théorie des entonnoirs et la vision systémique de l'entreprise où on va comprendre que l'entreprise est un système et que dans ce système, il y a des frictions, il y a des moments où ça ne se passe pas bien. Et l'idée, c'est d'identifier ces systèmes comme des entonnoirs et donc dire à un moment donné dans l'entonnoir, il y a un caillou, comment on fait pour dégripper la machine. Et puis après, donc là on sait jusqu'à la fin du XXe siècle, et après lors du XXIe siècle, donc depuis 20-30 ans, on a des approches qui sont des approches augmentées de tout ce qu'on a vu avant, notamment le lean management qui existe depuis les années 50 au Japon, hein, dans le système de pensée, mais qui a été comment le dire, mis en exergue, valorisé, ou plutôt qui est apparu, c'est démocratisé dans les entreprises. Et le lean management, c'est de l'amélioration continue des processus, c'est la méthode des petits pas. On avance jusque-là. Ok, on est arrivé là, ça c'est le résultat attendu. On va faire ça maintenant. Ok, ça c'est. Et puis peut-être que ça frictionne encore en amont, donc on va relisser les frictions, etc. Et puis ensuite, il y a eu le business model thinking, qui est comment, dans son acceptation globale, l'entreprise fonctionne. Et enfin, c'est l'approche par les capacités organisationnelles, c'est-à-dire euh, quelles sont les clés de l'entreprise qui permettent de fonctionner. Si on retire cette clé, ça ne bouge plus, quoi. Euh, En fait, ce qu'il faut retenir de tous ces systèmes-là, c'est que l'être humain a toujours essayé de comprendre son entreprise comme un objet global et de voir d'une part une vision macro et d'autre part une vision micro de l'entreprise. Et suivant les niveaux où on se trouve, on n'a pas la même perception. Quand on s'attaque à une PME, une TPE-PME, on va. Alors, une PME, tel que je le conçois, on est à moins de 10 salariés ou même moins de 20 salariés, mais on est surtout entre 1 et 5 salariés. La plupart du temps, c'est les petites TPE-PME. Lorsque il existe une petite TPE-PME, ben, en fait, toutes ces capacités d'entreprise
sont réunies dans voire une seule personne, voire un tout petit groupe de personnes. Et ces capacités, on va les réduire de façon à identifier 6 capacités fondamentales pour toute PME, quelle qu'elle soit. La première, c'est trouver des prospects. La deuxième, c'est vendre. La troisième, c'est produire ou délivrer la prestation. La quatrième, c'est je vais gérer mes clients. La cinquième, c'est comment j'organise tout ce process, toute cette organisation, toute cette activité. Et le sixième point, c'est comment je pilote mon entreprise. Donc, la difficulté pour les chefs d'entreprise, c'est généralement d'être dans une répartition astucieuse et pensée de la charge et de l'énergie qu'on va mettre dans chacune de ces 6 capacités, sachant qu'elles devraient être toutes maîtrisées à 100%. À ce titre, la question que vous pourriez vous poser, c'est d'accord, mais dans ces 6 capacités, quel est le temps que consacrent les autres à cette gestion des capacités? J'ai fait une petite étude, j'ai regardé ça. Alors, il n'existe pas de statistiques d'INSEE précis là-dessus, donc j'ai fait plusieurs recherches croisées avec l'intelligence artificielle, avec Perplexity, etc. Et il est apparu une grosse généralité. Cette grosse généralité est issue de recommandations et de cas d'école. La génération de prospects devrait vous prendre 15% de votre temps et la conversion commerciale 20% de votre temps. Ce qui fait que prospection-vente devrait représenter 35% de votre activité. La délivrance, c'est-à-dire la délivrabilité de votre solution, devrait représenter 35%. Et les 35% restants, ou 30% restants, c'est la relation client, c'est l'organisation interne et c'est le pilotage stratégique de l'entreprise. Mais quand on regarde dans les faits, 80% du temps que vous consacrez à votre développement, il est fait, alors c'est même pas dans votre développement, c'est 80% de votre temps est accaparé par la délivrabilité, par le fonctionnement de la machine, etc. Et seulement 20% en général pour l'organisation et le pilotage. Et l'idée, c'est vraiment d'atteindre cet objectif-là pour permettre à une entreprise d'être en capacité, enfin plutôt de maîtriser toutes ses capacités. Donc on va aller voir dans le détail ces capacités, à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'il faut maîtriser essentiellement. Donc si on prend la génération de prospects, on observe 2 mécanismes qui sont ce qu'on appelle d'une part l'inbound marketing et d'autre part l'outbound marketing. Alors bound c'est la frontière, in c'est faire venir à l'intérieur de mes frontières, out c'est sortir de mes frontières pour aller chercher. Donc dans l'inbound marketing, ce sont les prospects qui viennent à moi grâce à la mise en place d'un certain nombre d'éléments que sont la page Google Business Profile, mais aussi votre site internet, le référencement SEO, donc Search Engine Optimization, mais aussi le GEO, le Generative Engine Optimization, là c'est le référencement par l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux qui sont très importants, les contenus, la publicité, le bouche à oreille, bref, tout ce qui va faire venir les gens vers vous en disant on m'a dit que c'était vous qu'il fallait voir. Et puis de l'autre côté, vous avez l'outbound marketing qui est le marketing donc de ciblage où on va aller faire de la prospection en direct. Je vais aller à la rencontre de mes prospects. Les réseaux de professionnels, les réseaux d'affaires, les événements comme les salons, les foires, etc. Mais aussi les partenaires que l'on peut rencontrer régulièrement. On a aussi les prescripteurs qu'il faut rencontrer si jamais vous êtes susceptible d'être prescrit par quelqu'un d'autre. Il faut rencontrer les prescripteurs. Et puis vous avez le téléphone, l'emailing qui va nécessiter des compétences et des capacités. Dans la plupart des entreprises, on explique que le problème du tunnel de vente, c'est du chiffre d'affaires, est un problème d'origine prospect. La vérité, c'est que souvent, le problème il n'est pas là, le problème il est dans ce qu'on va voir après, c'est la conversion. Mais surtout, pour ce qui est des prospects, c'est que l'entreprise a tendance à mettre tous ses œufs dans le même panier. Comment tu prospectes? Je fais ça. D'accord. Alors que l'entreprise devrait dire je fais ça, plus ça, plus ça. Pourquoi? Parce que ce serait mieux réparti, ce serait une meilleure chose pour l'entreprise de ne pas être fragile par rapport à un seul unique système de prospection. La deuxième chose, c'est la conversion commerciale. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est qu'on a créé tout un système, toute une machine qui emmène le prospect jusqu'à la rencontre
dans un R1, un premier rendez-vous commercial qui pourrait être composé en deux parties, hein, R1, R2 ou même R1, R2, R3, R4, R5. Donc ça dépend du nombre de fois où vous devez rencontrer la personne pour l'aider à prendre sa décision. L'objectif dans la conversion commerciale, c'est de transformer un prospect en client. Il y a donc plusieurs étapes qui sont les étapes du ou des rendez-vous, de ou des argumentaires à développer lors de ces rendez-vous, l'étape de la proposition commerciale et l'étape du closing. Ça, c'est ce qu'on appelle un tunnel de conversion, un funnel de vente. Et là où les entreprises pensent avoir un problème, c'est qu'elles disent, bon, moi, il me faudrait plus de prospects pour alimenter cette machine-là. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, il faudrait, avec le même nombre de prospects, faire plus de ventes. Et donc, comment régler et optimiser cette machine de conversion commerciale? Souvent, il y a des trous dans la raquette et on peut gagner quelques points de chiffre d'affaires en améliorant le process commercial, tout simplement. La troisième partie, c'est la délivrabilité, c'est comment vous délivrez votre prestation. Donc vous avez prospecté, vous avez vendu, et là maintenant vous produisez, vous délivrez, vous apportez votre prestation, votre produit entre les mains de votre client, c'est votre cœur de métier. Donc il y a production, gestion de projet, livraison, mise en service. Faut comprendre que la plupart du temps, la production est le refuge des entreprises qui ne sont pas avec beaucoup de gens dans l'entreprise. En fait, la production étant le cœur de métier de l'entreprise, c'est souvent là où elle va se réfugier parce que là, ça ne nécessite pas de travail, de compétences supplémentaires, ça nécessite de l'implication. Et c'est ça qui va bouffer souvent le principe même de développement de l'entreprise parce qu'elle va passer beaucoup de temps dans la délivrabilité alors qu'elle devrait en passer juste un tiers. Le quatrième point, c'est la relation client. Donc, une fois qu'on a délivré notre prestation, il va y avoir ce qu'on appelle l'après-vente, donc la relation avec le client. Ça va correspondre à un suivi de ce client, ça va correspondre à un service client, ça va correspondre à un SAV, service après-vente, un accompagnement, des recommandations. Et donc, pour maîtriser cette relation client, l'objectif, enfin c'est pas pour maîtriser, en maîtrisant cette relation client, vous allez avoir un effet collatéral positif qui est la fidélisation, le bouche à oreille. Il y a aussi une notion qu'on appelle le lifetime value, c'est combien de temps dure votre client. Par exemple, vous avez un client, vous avez une prestation ponctuelle, vous le soulagez d'une douleur passagère, cette personne, elle revient dès que la douleur recommence. Est-ce que ce client-là, on le comptabilise comme étant à chaque prestation un nouveau client, ou est-ce qu'on lui donne l'idée que c'est un client tout au long du temps qu'il nous a rencontré jusqu'au moment où il a arrêté de nous rencontrer? Et est-ce que tous mes clients ont ce process-là? Et donc là, on peut commencer à définir la durée de vie d'un client. Le problème, c'est que dans la plupart des entreprises, la réponse est bien sûr que je fidélise mes clients parce que je fais un super boulot. Mais ça marche pas, ça. Ça doit être plus orchestré, ça doit être mis en place comme un outil, la fidélisation, pas comme une évidence à constater par le client. Parce que grâce à la fidélisation client, on peut appeler ça aussi du nurturing, c'est-à-dire du babysitting de client, l'entreprise, le chiffre d'affaires va être beaucoup plus simple à conserver parce qu'on aura pensé ça. Et ça ne change pas le fait d'être un excellent professionnel qui délivre une très bonne prestation. Le cinquième point, c'est l'organisation interne. Je mets un focus là-dessus, je vous préviens, c'est le point névralgique de toute entreprise. C'est là que va se situer la véritable console de pilotage. Il y a un sixième élément, c'est le pilotage. L'organisation interne, c'est la console de ce pilotage. Comment ça fonctionne? Donc, quels sont les processus à l'intérieur de cette entreprise? Quand vous prospectez comment? Quand vous délivrez votre prestation, vous la délivrez comment? Quand vous envoyez une carte de fidélisation, vous le faites comment? Quand vous envoyez un mail de confirmation pour votre rendez-vous, vous le faites comment? Quand vous préparez votre rendez-vous, tous les process de l'entreprise doivent être connus, maîtrisés. La coordination entre ces différents process ou ces différentes personnes qui vont intervenir dans l'entreprise est aussi très importante. Les outils qui sont utilisés par votre entreprise doivent être répertoriés, référencés, utilisés, compris, optimisés. La gestion de l'information, la data, devient de plus en plus importante, surtout avec l'intelligence artificielle. Et l'amélioration continue, c'est comment je vais faire pour faire mieux la prochaine fois.
Le truc, pourquoi je vous disais que l'organisation interne, c'est là où vous avez le point névralgique, c'est que lorsque l'on questionne une entreprise sur son processus, par exemple, comment tu fidélises les clients, j'attaque un point que peu d'entreprises maîtrisent. Donc, comment tu fidélises tes clients? Ah bah moi je fidélise mes clients parce que je bosse super bien et donc je leur file une carte de visite après qui colle sur le frigo, Ok. Euh, Est-ce que ça c'est mesurable? Est-ce que ce processus permet d'avoir une mesure et donc de pouvoir le corriger? Ah non, c'est pas facile, non, non, non. Et là, on va commencer à structurer le truc pour finalement arriver à. Oui, donc tu dis au revoir à tes clients et tu leur installes une petite carte de visite sur le frigo, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est ta fidélisation. Oui, tout à fait. Maintenant, on pourrait partir sur un processus de fidélisation, pardon, plus élaboré euh, et commencer à comprendre ça. Et quand on fait ça, c'est là où on identifie trois choses: la perte de temps qu'on peut corriger, la perte de chiffre d'affaires qu'on peut anticiper ou corriger, et l'absence de compétences que l'on va combler. Alors, l'absence de compétences, c'est ouais, mais moi je ne sais pas comment on fidélise. Eh ben oui, c'est le sujet du jour, c'est le sujet du mois sur l'entreprise, jusqu'à ce que ce process devienne une compétence acquise, maîtrisée, comprise. Et c'est là où l'organisation interne va permettre le pilotage serein de l'entreprise. Le pilotage, il se fait par des KPI. Les KPI, c'est Key Performance Indicators, les indicateurs de performance clés qui permettent d'analyser. Le truc est simple, c'est quand on est pilote, on a une console en face de nous, on a la jauge d'essence, on a la vitesse, on a la puissance du moteur, bref, on a des outils décisionnels qui nous permettent de dire on est dans la bonne trajectoire ou pas. C'est exactement pareil quand on pilote une entreprise. Donc, on doit pouvoir analyser l'origine du chiffre d'affaires, c'est-à-dire comprendre que ce chiffre d'affaires est venu d'un travail en amont qui a été fait par une prospection, qui a été faite par de la communication, etc. D'identifier ce qui propose vraiment des ressources et ce qui propose des charges, et croyez-moi, parfois c'est édifiant. Définir les priorités, ça c'est super important. Je vous recommande d'autant plus l'année des 12 semaines, c'est-à-dire des cycles de 12 semaines, de 3 mois, qui permettent de définir des priorités et de les résoudre rapidement. Ce sont aussi des outils qui permettent la décision et enfin l'allocation des ressources. Et la plupart des entreprises pilotent à vue. Euh, L'autre jour, j'ai un chef d'entreprise qui m'a dit oh, moi, ça marche très très bien pour moi. Je gagne tellement d'argent que je regarde même plus mon compte en banque. Problème. Problème parce que, à moins d'avoir un pipe infini, mais ça n'existe pas, hein, toute ressource est vouée à se tarir. Donc, l'idée de faire non, c'est bon, ça marche, j'ai du pognon qui rentre, c'est pas ça qui va faire que l'entreprise va être pérenne. Par contre, de dire oui, j'ai du chiffre d'affaires qui rentre de cette partie-là, j'ai 25% de ce côté-là, 30% et là 40%, nanana. Ok, je sais d'où ça vient. Là, c'est fragile parce que ce système-là va se tarir parce qu'on est sur une fin de cycle de vente de ce produit, j'en sais rien. Et donc, d'anticiper pour se prémunir du risque entrepreneurial qui est le risque de je m'arrête parce que j'ai plus de chiffre d'affaires, ma machine ne fonctionne plus. Donc, vous devez comprendre ce qui se passe avec votre chiffre d'affaires. Le seul moyen, c'est d'identifier des chiffres qui vont vous permettre de mesurer si vous êtes sur la bonne ligne ou pas. En résumé, vous devez reprendre, donc je vous l'avais dit, hein, c'est le cinquième élément, c'est l'organisation interne, vos process, vos coordinations d'outils, vos outils eux-mêmes, la gestion, comment vous gérez la data et comment vous faites un process d'amélioration continue. Ça va vous permettre d'identifier les flous qu'il y a dans votre entreprise et dans votre organisation. Et de vous identifier donc la friction, la perte de temps, le chiffre d'affaires minoré parce que vous n'avez pas saisi ce sujet, etc. Et donc ça vous permet d'identifier le point faible dans votre système. Pour y arriver, je vous recommande de prendre votre intelligence artificielle et de lui dire voilà, voilà un prompt, analyse mon entreprise selon ses 6 capacités. Donc vous lui donnez le PDF de la formation et ça va vous permettre de travailler avec l'intelligence artificielle sur la contextualisation et de lui dire voilà, aide-moi à travailler mon entreprise. Cette situation permet à tous ceux qui ont le PDF, donc aux membres du réseau accessible, de bénéficier de ce PDF. Et si jamais vous qui voyez la vidéo sur YouTube, vous avez envie de travailler là-dessus, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail à contact@pascalpercheron toutattaché.fr
Et puis à ce moment-là, je vous enverrai le PDF avec plaisir. Si vous pouvez fortifier votre entreprise, je vous y invite fortement. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des précisions à demander, vous pouvez me contacter à contact@pascalpercheron.fr et à ce moment-là, je répondrai à vos questions. Et si vous voulez développer votre propre réseau d'affaires accessible en France et devenir propriétaire de votre réseau d'affaires, ce qui n'est pas négligeable, et je minore mon information, n'hésitez pas à me contacter. J'ai déjà développé 5 réseaux en France, dont 2 à Périgueux, 1 à Bergerac, 1 à Thiviers et 1 en Guadeloupe. Et je remercie mes agences qui me font confiance pour ce développement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.